s'il vous plaît. Donc, bonjour. Donc, on va faire aujourd'hui un petit rappel de ce qu'on a vu en classe et une continuité de notre cours. D'accord? Donc, on s'était arrêté au cours sur le chapitre 2, c'est-à-dire les fonctions spleen. Je rappelle qu'est-ce que c'est qu'une fonction spleen. On a vu en cours une fonction spleen. C'est une fonction qui est formée de morceaux de polynômes qui se raccordent, comme j'expliquais au cours, ainsi que certains de leurs dérivés au point de jonction. Donc ici, au point x1, x2, x3 jusqu'à xn. Alors cette fonction-là sera appelée fonction spleen. Donc, on a vu en cours qu'il y a deux types de fonctions spleen. Il y a les fonctions spleen d'interpolation et il y a les fonctions spleen et les fonctions spleen d'ajustement. Donc, ici, quel est l'avantage des fonctions spleen par rapport, alors, pour les fonctions spleen, c'est-à-dire d'interpolation? Quel est l'avantage? Alors, vous avez vu en S4, on a vu en S4 le polynôme d'interpolation de Lagrange, qui est Pn de x est égal à la sommation Li de x, yi, ou f de xi. D'accord? Donc, ce polynôme-là, c'est un polynôme, j'ai n points, si j'ai n points, donc le polynôme sera un polynôme de degré qui est n-1. D'accord? Donc, si je donne un exemple, si j'ai des points, si n égale à 10, c'est-à-dire j'ai 10 points, alors le polynôme sera un polynôme qui est de degré 9. C'est un polynôme de degré 9. Donc, c'est un polynôme qui est de degré 9 globalement sur tout l'intervalle AB. J'ai le même polynôme qui est de degré 9. L'avantage des polynômes d'interpolation, les fonctions spleen, c'est au lieu de prendre un grand polynôme, un polynôme de degré très élevé, qui est par exemple de degré 9 ou bien de degré 10, d'accord? On va prendre un polynôme, un petit polynôme, on va prendre un petit polynôme de degré 2 ou là de degré 3 ou là de degré 4. Mais ce polynôme-là, entre x1, x2, on aura un polynôme P1. Entre x2, x3, un autre polynôme, mais qui est toujours de degré 3 ou bien de degré 4. Un autre polynôme sur xi plus 1. Donc, l'avantage des fonctions spleen, c'est au lieu de travailler sur un polynôme d'interpolation de Lagrange qui est avec un polynôme qui est de degré très élevé, on va travailler localement et on aura donc un polynôme de degré n, c'est-à-dire un polynôme de degré m. On va voir tout à l'heure c'est quoi le degré m. Donc ça c'est une fonction. Alors on a vu donc les fonctions spleen d'ajustement. C'est quoi une fonction spleen d'ajustement? Alors lorsqu'on minimise la fonctionnelle avec la contrainte f de xi égale à bêta i. Donc, je rappelle, les fonctions de l'interpolation, c'est toujours, on connaît, f de xi est égal à bêta i, est égal ou bien yi. On a vu en S4, les f de xi on avait noté les f de xi, au lieu de noter par bêta i comme dans le cours de cette année-là, on les avait notés ici, les yi, si vous en rappelez. Donc, les f de xi ici peuvent être les bêta i peuvent être ici des fonctions données par, c'est-à-dire des constantes données par une fonction f, comme ils peuvent être des points, c'est-à-dire des résultats de certaines expériences. D'accord? Donc ici, les points f de xi est égal à bêta i. Alors ici, donc c'est pour cela on l'appelle interpolation, parce qu'on a cette condition-là, f de xi est égal à bêta i. Est égal à bêta i. Donc, ici, donc, lorsqu'on minimise cette fonctionnelle-là, on aura donc des polynômes, une fonction spleen d'interpolation. Par contre, les fonctions spleen d'ajustement, la même chose pour l'interpolation. Alors ici, on a aussi les fonctions spleen d'ajustement. Quelle est la différence entre les fonctions spleen d'ajustement et les fonctions spleen d'interpolation? Les fonctions spleen d'interpolation, on exige, elle est obligatoirement de passer par les f de xi, bêta i, ou bien f de xi égale à yi.
Par contre, les fonctions spleen d'ajustement, on n'est pas obligé, on n'a pas cette condition-là. Cette condition-là n'existe plus. Elle est inclue dans la fonctionnelle. Donc, lorsqu'on minimise la fonctionnelle pour les fonctions spleen d'ajustement, on minimise cette fonctionnelle-là. Vous regardez ici, f de xi, si f de xi est égal à bêta i, on aura cette somme-là qui va être égale à 0. C'est ça qui diffère une fonction spleen d'interpolation et les fonctions spleen d'ajustement. D'accord? Donc, on a vu les fonctions spleen donc d'interpolation, on l'a vu. Je fais un petit rappel sur les fonctions spleen qu'on a vu. Donc, l'année, c'est-à-dire au début de, c'est-à-dire qu'on a déjà vu. D'accord? Alors, donc ici, alors les fonctions spleen, je rappelle, ça ce sont donc les définitions que j'avais données sur les espaces sur lesquels on avait travaillé, que j'avais expliqué en cours, c'est-à-dire que j'avais expliqué en classe. D'accord? Donc, je rappelle brièvement les fonctions spleen d'interpolation avant de passer aux fonctions spleen d'ajustement. Je rappelle que les fonctions spleen d'interpolation, c'est déjà vu en cours. Donc, on se donne un certain nombre de points, n abscisses, d'accord, de x1 jusqu'à xn, qui sont contenus dans un intervalle AB. D'accord? Et on se donne ici un ensemble de points, bêta 1, ici, ça c'est bêta 1, c'est pas bêta A, c'est bêta 1 jusqu'à bêta n, qui peuvent être, ou bien je peux le noter, y1 jusqu'à yn. D'accord? On pose k bêta égale l'espace des fonctions f appartiennent à Hm. J'ai défini déjà l'espace Hm comme étant l'espace des fonctions qui sont absolument qui ont une dérivée m-1 absolument continue et une dérivée d'ordre m qui est sommable, c'est-à-dire son intégrale inférieure à l'infini. On avait défini le produit scalaire et on avait défini la norme. D'accord? Alors, on a montré que, c'est-à-dire, cet espace, c'est un espace de Hilbert. De même, la même chose, on avait défini l'espace H0, l'espace des fonctions réelles définies sur AB, qui sont de carré sommable. Donc, ça, je suis toujours dans les rappels. D'accord? Alors, on s'est défini un espace K bêta, ou bien qu'on note simplement K. Ça égale, il est égal. C'est l'espace F appartient à Hm, tel que F de xi est égal à bêta i. Et K0, bien sûr, cet espace de f appartient à Hm, je remplace bêta par 0, donc c'est f de xi égale ici à 0 et non pas alpha i. D'accord? Alors on appelle fonction spleen d'interpolation, c'est quoi? C'est, comme on a dit tout à l'heure, c'est quoi une fonction spleen d'interpolation? C'est une fonctionnelle qui minimise, donc c'est une fonctionnelle, j'ai dit tout à l'heure, c'est une fonctionnelle qui minimise. C'est une fonctionnelle donc, qui minimise, comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est un fonctionnel qui minimise ça. Cette fonctionnelle-là, l'intégrale de a jusqu'à b, fm, d de m. Donc, c'est quoi une fonction spleen? D'accord? C'est une fonction, donc c'est toute solution sigma appartient à k, telle que, quel que soit f appartient à k, on a l'intégrale sigma m au carré inférieur ou égal à l'intégrale fm de. Donc, c'est une fonction qui minimise cette fonctionnelle-là. Et bien sûr, avec la condition que sigma appartient à k, ça veut dire que sigma de xi égale à bêta i, et f, ici, quel que soit f appartient à k, c'est-à-dire elle aussi, f de xi est égal à bêta i. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parmi toutes les fonctions f qui appartiennent à k, parmi toutes les fonctions f qui appartiennent à k, c'est-à-dire qui vérifient f de xi et bêta i, on cherche sigma qui minimise cette fonctionnelle-là. Si cette sigma-là existe, alors elle sera appelée fonction spleen d'interpolation. Ce qui revient donc à chercher, comme j'ai expliqué, à chercher parmi toutes les fonctions f qui appartiennent à m et qui vérifient f de xi est égal à bêta i, on cherche celle qui minimise donc cette intégrale-là. Donc, on suppose que n est supérieur à n, comme j'ai expliqué tout à l'heure, pour le cas d'interpolation de Lagrange, ici, grand N, c'est le nombre de points. Donc, si le polynôme sera un polynôme de degré n-1, grand N moins 1. Par contre, ici, les fonctions spleen seront de degré, un polynôme de degré m. On va le voir, le théorème tout à l'heure. Vous voyez ici si la dérivée d'ordre m, donc le polynôme il sera ici de degré m, comme on va voir tout à l'heure.
Donc, vous voyez que n était très, très petit à grand n. Je peux prendre, par exemple, n, si je peux égal à 100. Par contre, petit n, je peux prendre 10, 3, 4, 5. Donc, au lieu de traiter un polynôme qui est de degré 100, au lieu de calculer un polynôme de degré 100, il vaut mieux travailler avec des polynômes qui sont d'ordre 3 ou bien d'ordre 4, de degré 3 ou bien de degré 4. Mais la différence, c'est que pour l'interpolation de Lagrange, le polynôme, il est global. Par contre, pour les polynômes, les fonctions spleen, on a des petits polynômes, mais localement, sur chaque intervalle xi plus 1, j'ai un intervalle qui est différent du polynôme sur xi plus 1, xi plus 2. Donc, alors, définition. Donc, on a vu ça. On appelle donc l'espace des fonctions spleen S d'ordre n. Donc, ici, j'insiste sur l'ordre n, qui est très petit par rapport à grand n, relative au n abscisse xi, l'espace des fonctions définies sur AB, tel que sigma appartient à P de 2m moins 1. Donc, si m est égal à 3, notre polynôme sera 3 fois 2, ça fait 6, moins 1, donc ça sera un polynôme de degré 5. Donc, il vaut mieux traiter un polynôme de degré 5, mais localement, que de traiter un polynôme de degré 10 ou bien un polynôme de degré 20, mais globalement sur tout l'intervalle AB. Et on a sigma est un polynôme Pm-1 sur AX1 et Pm-1 sur XNB. Alors ici, et sigma est le continu de 2m jusqu'à l'ordre 2m moins 2. Alors on montre que cette définition-là, elle est équivalente à la proposition suivante. Alors ici, donc, c'est quoi une fonction spleen? On montre que cette définition-là, on avait montré qu'elle est équivalente à la proposition. Une fonction sigma appartient à S si elle est de la forme. On montre qu'elle est de cette forme-là. On montre qu'elle est de cette forme-là. C'est-à-dire la sommation alpha j xj plus la sommation di x moins xi plus 2m moins 1 sur 2m moins 1 factoriel. Où les di vérifient la condition sigma de di xi égale à 0. Avec la notation, ça c'est une notation. X moins xi à la puissance 2m moins 1, c'est quoi? Elle est égale à x moins xi à la puissance 2m si x plus grand que xi est 0, sinon, c'est-à-dire si x est strictement inférieur à xi. Alors on montre, alors ici, que cette définition-là, on avait montré en cours que cette définition-là est équivalente à cette proposition-là. D'accord? Brièvement, je vais rappeler donc la démonstration. Donc, la forme est vraie sur le premier intervalle. Donc, si je suis sur le premier intervalle, je vois le premier intervalle. Quel est le premier intervalle? Je vois le premier intervalle. A ou Très bien. X1? Le premier intervalle, c'est AX1. Le premier intervalle, c'est AX1. Donc, si je suis sur AX1, dans ce cas-là, X est plus petit que X1. Donc, X moins X1 va être égal à 0. Donc, toute cette quantité-là va être égale à 0. Parce que X plus petit que X1, donc plus petit que X2, plus petit jusqu'à Xn. Donc, toute cette quantité-là va se réduire à 0. Donc, ce qu'il va rester sigma, c'est la sommation d'alpha j xj. Donc ici, la forme est vraie sur le premier intervalle. Donc si j'ai ici la définition, maintenant ce que je vais démontrer, je vais partir de la définition vers la proposition. Donc si x est un polynôme de degré et moins 1, donc il va s'écrire de cette façon-là, automatiquement. Maintenant, par récurrence, on suppose donc que, alors ici par récurrence, donc on va supposer que les vrais jusqu'à l'ordre xj-1, xj, que cette formule-là, elle est vraie. Alors on va le montrer par récurrence. Cette formule-là, on va la montrer par récurrence. D'accord? Donc, pour montrer la par récurrence, on a vérifié qu'elle est vraie sur le premier intervalle. Maintenant, la récurrence, qu'est-ce qu'il dit? On va supposer qu'elle est vraie jusqu'à l'ordre m, j, x,
xj moins 1 xj, et après, on suppose qu'il est vrai jusqu'à cet ordre-là, sur cet intervalle-là, xj moins 1 xj, et on va montrer qu'il est vrai sur l'intervalle xj plus 1. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Est-ce que c'est clair? D'accord? Donc, on a vu en cours, je ne vais pas donc refaire la démonstration, on a vu en cours qu'on a pris un polynôme, puisque d'après la définition, on a sur xj plus 1, c'est un polynôme de degré 2m moins 1. Donc, sigma va s'écrire sous forme d'un polynôme de degré m-1 en utilisant la formule de Taylor. Donc, il va s'écrire sous cette forme-là. L allant de 0 jusqu'à 2m-1, les dérivés d'ordre L de P, d'accord, sur factoriel L. Mais sigma étant, on a dit qu'elle est de classe C2m-2, c'est-à-dire que PL xj à droite est égal à sigma, est égal à PL à droite, est égal à sigma L à gauche. D'accord? Et ainsi de suite. On avait montré, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, ça on l'avait déjà vu, ça c'est un rappel, on a déjà vu ça en cours, donc je ne vais pas insister sur cette démonstration-là. D'accord? Et on avait montré donc on a montré dans le cours que la définition est équivalente à la proposition, que la définition est équivalente à la proposition. D'accord? On l'a déjà vu en cours. Maintenant, après ça, on a vu une proposition. On a montré par récurrence la proposition 1, 2, 2, c'est-à-dire si GF appartient à HM, pour tout S qui appartient à grand S, on montre que l'intégrale SM est égale à moins 1 à la puissance M, la sommation I allant de 1 jusqu'à N, S de 2 moins 1, XI plus moins S de 2 moins 1, XI moins 1. On a vu ça en cours, donc c'est-à-dire on a montré par récurrence, on a fait n fois intégration par partie pour montrer cette relation-là. Après cette proposition-là, on a vu donc toujours, je suis toujours dans les rappels, on a montré que quel que soit bêta, il existe un élément unique sigma, tel que sigma appartient à K. Donc, quel que soit bêta appartient à Rn, il existe une fonction spline d'interpolation unique, parce que S, je l'ai appelé, c'est l'ensemble des fonctions spline d'interpolation. Donc, il existe un élément unique, sigma appartient à S, tel que sigma appartient à K. C'est-à-dire, il existe une fonction spline d'interpolation unique. On l'a vu ça déjà en cours, d'accord, toujours dans les rappels, d'accord. Et après, on a vu un grand théorème, on a montré ce résultat-là, avec oméga, avec soit bêta donc appartient à N et sigma, l'unique élément qu'on vient de voir dans le théorème précédent, qui appartient à S inter K. Donc, alors, quel que soit S appartient à grand S, on a l'intégrale sigma S moins Fm, c'est le minimum de ça. Et sigma est l'unique élément ayant cette propriété. Sigma, c'est l'unique élément qui possède la propriété. On a vu montrer l'existence, puis on a montré l'unicité. D'accord? Maintenant, pour un cas particulier, si je prends W ou bien S égale à 0, dans ce théorème-là, on aura donc là, si je prends sigma égale à 0, alors on aura donc le corollaire. Voilà, on aura le corollaire. Donc, si je pose dans le théorème précédent, je pose S égale à 0, on aura donc l'intégrale sigma M, c'est le minimum de M. Et sigma est l'élément unique de K ayant cette propriété-là. Il suffit de poser S égale à 0 dans le théorème de 1. Je vais revenir au théorème de 1. Voilà, le théorème de 1. Ici, pas dans le théorème de 1, c'est dans ce théorème-là qu'il faut poser S égale à 0. Voilà, dans ce théorème-là, c'est-à-dire le théorème 1 de 2. D'accord? Donc, si je pose ici S égale à 0, donc qu'est-ce que je vais avoir? L'intégrale de sigma M au carré, c'est le minimum, l'intégrale WM avec, c'est-à-dire au carré. Je pose ici, si je pose S égale à 0, j'obtiens le corollaire suivant. Qu'est-ce que ça veut dire ce corollaire-là? Ça veut dire ici que, quel que soit bêta, donc, si sigma, c'est l'unique élément qu'on a vu qui appartient à S inter K, c'est-à-dire qui appartient à l'espace des fonctions spline d'interpolation, et qui vérifie sigma du xi est égal à bêta i, c'est-à-dire c'est l'espace K,
alors sigma minimise cette fonctionnelle-là. Et sigma sera l'unique élément de cette propriété-là. Ce qui montre donc la fonction spleen d'interpolation, comme on l'a vu dans le cours tout à l'heure, c'est-à-dire l'introduction. Donc, sigma ici, les fonctions spleen, lorsqu'on minimise cette intégrale-là, avec les contraintes f de x égale à bêta i, ce qui donnera donc des fonctions spleen d'interpolation. Donc, ce qui nous donne ici, donc on obtient, donc ici, si je pose s égale à 0, donc sigma minimise bien la fonctionnelle dont j'ai parlé tout à l'heure dans l'introduction. Ça, c'est les fonctions spleen d'interpolation qu'on a vues dans le cours. Maintenant, troisième paragraphe, fonction spleen d'ajustement. La différence entre fonction spleen d'ajustement et les fonctions spleen d'interpolation, je la différence entre les deux. Qui peut répondre? Yallah. Quelle est la différence entre les deux? Monsieur, la fonction spleen d'ajustement بحال نقولوا تكون ما بين لي نوت ماشي تقيسهم بحال لي فونكسيون d'interpolation. Non, c'est pas ça. Dans les fonctions spleen d'interpolation, on est obligé de passer par xi bêta i. Sigma va passer par xi bêta i. Par contre, les fonctions spleen d'ajustement, on n'a pas cette contrainte. Cette contrainte-là, elle va être inclue dans la fonctionnelle à minimiser. Elle va être inclue dans cette fonctionnelle-là. Est-ce que maintenant la différence? Donc, je répète, la différence entre fonction spleen d'ajustement et fonction spleen d'interpolation, c'est que dans les fonctions spleen d'ajustement, la contrainte f de xi est égale à bêta i n'existe plus. On n'est pas obligé de passer par f de xi où la sigma de xi est égale à bêta i, comme le cas de fonction spleen d'interpolation. D'accord? Par contre, dans les fonctions spleen d'ajustement, d'interpolation, on est obligé de passer par sigma de xi est égal à bêta i. C'est ça la différence. Donc, cette condition-là, elle sera inclue dans la fonctionnelle qu'on va minimiser. D'accord? Donc, soit sigma positive, on appelle fonction spleen d'ajustement relative à bêta. Bêta, je rappelle, c'est égal à bêta 1, bêta 2 jusqu'à bêta n. Et epsilon, toute solution, alors, et epsilon, donc on appelle fonction spleen relative à bêta et epsilon. Donc, relative à ces deux hypothèses-là, epsilon, c'est 10 puissance moins 2, ça peut être 10 puissance moins 4, ça peut être, c'est-à-dire c'est un élément qui est très, très petit. Donc, toute solution, s'il existe du problème, trouver sigma appartient à HM, on n'a plus la condition sigma epsilon appartient à K. Il n'y a plus la condition sigma de xi est égal à bêta i. Est-ce que c'est clair? Alors, sigma de xi appartient à hm, tel que quel que soit f appartient à hm, la fonctionnelle sigma epsilon, epsilon de sigma epsilon est plus petit que la fonctionnelle de f. Avec g epsilon, regardez ici, ça c'est la fonctionnelle qu'on avait tout à l'heure pour l'interpolation qu'on avait minimisée. Quelle est la différence maintenant? On a ajouté un epsilon et on a ajouté cette somme-là. Voilà. Pour la fonction spleen d'interpolation, on minimise simplement cette intégrale-là que je viens de colorer. Vous avez arrivé à voir l'intégrale que j'ai colorée? Est-ce que vous voyez l'intégrale que j'ai colorée? L'ami? Oui, oui. Oui, oui, monsieur. Oui, Vous arrivez à voir l'intégrale que j'ai colorée? oui. oui. D'accord. Donc, la différence, c'est que les fonctions spleen, je minimise simplement cette intégrale-là que j'ai colorée. Pour les fonctions spleen d'ajustement, la différence, j'ajoute un epsilon à côté de cette intégrale-là et j'ajoute cette condition-là, c'est-à-dire f de xi, qui était dans les fonctions spleen d'interpolation égale à bêta i. Maintenant, elle minimise, elle est entrée dans cette condition-là, dans la fonctionnelle qu'on va minimiser. D'accord? Alors ici, donc on considère donc ici, qu'est-ce que j'ai dit ici? À l'encontre de la fonction spleen d'interpolation qui prend exactement les valeurs bêta i au point xi. Donc, les fonctions spleen d'ajustement, on n'a plus sigma de xi est égal à bêta i, mais on va la minimiser dans cette intégrale. Donc, comme tout à l'heure, on suppose que n supérieur ou égal à m. M, elle est très petit. M, elle est très petit.
D'accord? Je peux prendre 3, je peux prendre 4, je peux prendre 2. D'accord? Donc, je peux aller très petit. Alors, donc, quel que soit bêta appartienne à Rn, il existe un élément unique sigma appartient à S, tel que sigma de xi plus moins 1 sigma de xi plus moins 1 à la puissance n est égal à bêta i. Donc, si vous remarquez ici, pour le cas, le théorème qu'on a vu pour le cas d'interpolation, il n'y avait pas ce terme-là. Le premier théorème qu'on avait démontré, qu'est-ce qu'on avait démontré? On avait démontré sigma de xi est égal à bêta i. Je reviens à ce théorème-là pour mieux comprendre ce que je veux dire. Pour le premier théorème de fonction spline d'interpolation. Je reviens au théorème. Donc ici, quel que soit bêta, il existe un élément sigma qui appartient à S inter K. C'est ça ce qui est démontré dans la fonction spline d'interpolation. Donc si je descends maintenant en fonction spline d'ajustement, je compare. Quelle est la différence? Quelle est la différence? La différence est la suivante. Voilà. Ici, on avait tout à l'heure sigma appartient à S, elle est toujours vraie. Et on avait sigma de xi, sigma appartient à K, ça veut dire que sigma de xi était égal à bêta i. Maintenant, on a plus une autre condition. Sigma de xi, on a ajouté ce terme-là, plus moins 1 à la puissance m, epsilon, sigma 2m moins 1, la dérivée d'ordre 2m moins 1 xi plus, moins la dérivée 2m moins 1 xi moins. C'est ça la différence entre la fonction spline. Donc, je répète, pour la fonction spline d'interpolation, on a sigma appartient à S ou sigma appartient à K. Ça veut dire que sigma de xi égale à bêta i. Par contre, ici, pour la fonction spline d'ajustement, on a toujours sigma appartient à S, mais on n'a plus sigma de xi égale à bêta i. On a sigma de xi plus cette quantité-là, d'accord, qui doit être égale à bêta i. Pour voir cette démonstration, c'est une démonstration calquée sur la démonstration de la fonction spline d'interpolation. C'est la même démonstration. Elle est calquée. Je vais ça calquer. Qu'est-ce que ça veut dire calquer? Je suis calqué. Photocopie. Photocopie, monqola, telle qu'elle est, a une petite différence. La même démonstration. Donc, on va utiliser la proposition qu'on a vue qui est équivalente à la définition du fonction spline. Donc, si sigma appartient à S, donc sigma va s'écrire sous cette forme-là en utilisant bien sûr le théorème, la première proposition de ce chapitre-là. On avait vu la définition, la relation, c'est-à-dire l'équivalence entre le théorème et on a vu c'est-à-dire une relation entre le théorème et la proposition. Donc, si sigma appartient à S, elle va s'écrire sous cette forme-là, d'une manière unique sous cette forme-là. Donc, pour chercher sigma, qu'est-ce que je suis en train de chercher? Je suis en train de chercher sigma. Donc, pour chercher sigma, je dois connaître alpha i, les inconnus بالنسبة لي شنو هما alpha i ou di. Si je connais alpha i ou di, donc je connais sigma de x. Donc, il suffit que j'ai si alpha i, alpha j ou di pour avoir le sigma de x. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, ce que je dois chercher, donc pour moi, les inconnus, ce sont les alpha j et les di. Combien j'ai d'inconnus alpha j? Je vais dire les inconnus. M inconnu. M inconnu. Ou les di, combien d'inconnus? N Inconnus. Donc, on a M inconnu alpha j et N inconnu di. Donc, la somme, combien j'ai d'inconnus? Combien? N plus M. Donc, j'ai M plus N inconnu. Donc, j'ai N plus N inconnu. D'accord? Donc, pour chercher des inconnus, combien je dois avoir un système d'équations? Combien je dois avoir d'équations? M plus N. Je dois avoir M plus M équations. D'accord? Donc, pour avoir ces M plus M équations, les premières équations que j'ai se sont données dans la proposition. C'est-à-dire que j'ai montré qu'elle est équivalente à la définition. La proposition que si sigma appartient à S, obligatoirement les DI doivent vérifier à de la relation là. Donc j'ai déjà donc M équation, K allant de 0 jusqu'à M-1, c'est-à-dire j'ai déjà M équation.
Donc, comme j'expliquais, c'est une démonstration qui est calquée sur la démonstration de fonction spline d'interpolation. Donc, j'ai déjà M équation. Combien il me manque d'équations? Il me Combien reste il me manque n équations. Il me manque n équations. D'où est-ce que je vais ramener n équations? D'où est-ce que je vais ramener n équations? D'où je vais ramener n équations? Les sigma de xi égale à bêta i. Non, ni ça qu'on fonction spline d'interpolation. D'interpolation. Hein. Mais on va les ramener du théorème, les hypothèses. Voilà ici. Donc j'ai ici n conditions. D'accord? Donc les conditions du théorème, sigma de xi plus moins 1 est égal à bêta i. Donc j'ai n plus m inconnu, j'ai m équation et j'ajoute ici n autres équations. Donc le total, combien ce qui donne? Ce qui me donne un système de n plus m équations à n plus m inconnu. Est-ce que c'est clair? Donc j'ai le nombre d'équations est égal au nombre d'inconnus. Donc c'est un système pour résoudre le système-là. J'ai deux possibilités pour montrer que ce système admet une solution unique. Je vous mets les démonstrations. Comment on peut procéder pour montrer qu'un système admet une solution unique? Comment je peux procéder? Comment je montre qu'un système admet une solution unique? On va montrer que les systèmes homogènes admettent comme solution. Première hypothèse, montrer que le système homogène admet une solution unique. Ou bien, qu'est-ce qu'on peut faire encore? Que la matrice associée à ce système, elle est inversible. Ou bien montrer que le système est inversible, c'est-à-dire montrer que ce sont déterminants différents de 0. Oui. D'accord. Ou bien chercher A-1. D'accord. Donc ici, on va procéder par la première méthode dont vous avez parlé. On va considérer le système homogène. Je vais le système homogène. Si j'ai AX égale à B, je prends B égale à 0. Donc le système, qu'est-ce qu'il devient? Il devient AX égale à 0. Je dois montrer que ce système homogène admet une seule solution, c'est la solution nulle. C'est la solution X égale à 0. Donc, ici, j'ai les M équations, j'ai déjà ici un 0 au second membre, donc je ne vais pas les toucher. Par contre, dans les N équations, j'ai ici un bêta I. Donc, je vais poser que les bêta I sont égaux à 0. D'accord? Donc, ce système admettra une solution unique si le système homogène admet comme seule solution la solution nulle. Donc, je vais considérer le système homogène, c'est-à-dire bêta I égale à 0, et je vais montrer que la seule solution pour ce système, c'est la solution nulle. C'est la même démonstration comme j'expliquais tout à l'heure. Donc, on suppose que sigma 0 appartient à S et vérifie donc à la relation étoile, d'accord? Et telle que cette relation-là, on va poser dans cette relation-là, bêta I est égal à 0. Donc, sigma xi plus la sommation moins 1 jusqu'à xi va être égal à 0. C'est-à-dire, je prends le système homogène. Donc, ici, en utilisant la proposition 1, 2, 2, d'accord? Je viens de la proposition, il y a l'intégrale SM, FM est égale à la sommation. Je vais revenir à cette proposition-là, voilà. C'est l'intégrale SM, FM est égale à cette quantité-là. D'accord? Alors, cette intégrale-là est égale à ça. Cette intégrale-là, on l'avait montré en utilisant, on appelle M fois intégration par partie. Alors, on va utiliser ce théorème-là. Alors, ici. Alors, donc, on utilise ce théorème-là avec S égale à F égale à sigma 0. Je vais prendre tout égal à 0. D'accord? Non, ça c'est l'interpolation. Je suis toujours dans l'interpolation. Je vais à notre théorème tout à l'heure. Voilà. Donc, on va utiliser la proposition 1, 2 avec toujours S égale à F égale à sigma 0. D'accord? Donc, si je remplace dans l'intégrale, sigma égale à S égale à 0, je reviens ici. Voilà, je remplace S par sigma 0 ou F par sigma 0.
je vais trouver c'est égal à moins 1 à la puissance m, sigma 0, 2m moins 1 xi plus, moins sigma 0, 2m moins 1, xi moins f de xi. D'accord? Donc, sigma 0 de xi. D'accord? Maintenant, ici, donc je vais utiliser de la proposition. Donc, on va utiliser de la proposition. Alors, voilà. Donc, si je remplace, alors ici, il me faut un petit E. Alors ici, de A jusqu'à B, d'accord? L'intégrale, donc, enfin, voilà. Donc, j'ai l'intégrale de A jusqu'à B, d'accord? Donc, je vais avoir sigma, j'ai dit sigma 0, la dérivée d'ordre M de T au carré. Parce que je vais remplacer dans le théorème, j'ai dit je vais remplacer, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit je vais remplacer, donc dans le théorème, je reviens au théorème, voilà, je vais remplacer donc S, SIF par sigma 0. Donc ça va donner sigma 0, la dérivée d'ordre M au carré, égale à cette quantité-là. D'accord? Égale, d'accord? Moins 1 à la puissance M, je reviens toujours au cours. Qu'est-ce qu'on aura encore? À de la sommation. Je vais écrire à de la sommation. Donc, la sommation, j'ai ici de quoi de la sommation? Elle est égale à S 2m moins 1 xi plus S. Donc, S, donc je remplace par sigma 0. Oh, كل شيء مشى. تمسح كل شيء. Ah non, voilà, heureusement. Il y a une gomme maintenant, la gomme. Voilà. Donc, sigma 0, شنو قلنا 2m moins 1. Deuxième moins 1. Donc, je reviens au cours pour mieux me suivre. Donc, c'est déjà 2m moins 1 xi plus moins S de 2m moins 1 xi moins xi plus. D'accord? Moins xi moins de. Alors, ici. Alors, on revient au cours. Donc, on a S 2m moins 1 xi plus moins S 2m moins 1. Donc, je remplace par sigma 0. Donc, moins sigma 0. 2m moins 1 xi moins. D'accord? Tout ça, f de xi, yi. Qu'est-ce que, plutôt, f de xi. Qu'est-ce que ça devient, f de xi? Qu'est-ce que ça devient? Bêta i. Non? Pourquoi bêta i? Sigma 0, on a remplacé s par 1. Donc, sigma 0 de xi. Qu'est-ce qu'on a dit? On va remplacer donc. On a dit on va remplacer. Qu'est-ce que j'ai dit ici? Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit. Alors ici, ça c'est le théorème, toujours ici dans l'intervalle. F par sigma 0. Donc ça va donner sigma 0 de xi. D'accord? Et je ferme là. D'accord? Ici, i allant de 1 jusqu'à n
Ça, c'est le théorème qu'on a vu. Ça, c'est quel théorème ici? On a appliqué le théorème Ada. C'est le théorème 1 de 2 dont j'ai parlé. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On montre. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser de la condition Hadi. Je vais utiliser cette condition-là. D'accord? Pour utiliser de la condition, j'ai sigma 0, 2m moins 1, moins sigma 0, 2m moins 1. Voilà, j'ai sigma 0, 2m moins 1, moins sigma 0, 2m moins 1, xi plus moins xi moins. Donc, pour pouvoir utiliser de la propriété, je dois multiplier par moins 1 à la puissance n. Je dois multiplier par epsilon. Donc, je vais venir dans cette hypothèse-là, je multiplie à droite par epsilon et à gauche par epsilon. Je multiplie à droite et à gauche par epsilon. La propriété, d'où est-ce que j'ai mené de la propriété? D'où est-ce que j'ai ramené de la propriété? D'après la proposition, d'après de la proposition 1 de 2. Donc, j'écris de la proposition, on remplace S ou F par sigma 0. Et après, qu'est-ce que je fais? Je multiplie de la relation Hadi, je la multiplie par epsilon, à gauche et à droite. Maintenant, qu'est-ce que je veux montrer? Je veux montrer que, alors ici, qu'est-ce que je veux montrer? Non, donc, voilà, je veux montrer que epsilon, l'intégrale au carré est égal à ça. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Voilà, j'ai déjà le côté gauche, je l'ai déjà, il y a déjà epsilon, sigma 0, m au carré, j'ai déjà cette quantité-là. Maintenant, celle-ci, comment je vais agir sur celle-ci? Je vais utiliser l'hypothèse que j'ai. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai cette sigma 0 est égal à tout ça. Voilà, à quoi est égal? Voilà, j'ai moins 1 à la puissance m epsilon, sigma 0 égale moins x0. Je ramène x0, xi, je vais le ramener à gauche. Je vais le ramener à gauche. Donc, ça, si je le ramène à gauche, je vais avoir tout ça égal. Qu'est-ce que j'ai ici? Alors ici, j'utilise de la relation Hadi. Voilà, je fais rentrer le epsilon à l'intérieur de la somme. Il y a moins 1 à la puissance m. Je rajini, il y a la somme, i allant de 1 jusqu'à n, i allant de 1 jusqu'à n. Je remplace ça, utilisant cette propriété-là, j'utilise ça. Donc, toute cette quantité-là est égale à moins sigma 0 xi. Je ramène sigma 0 de ce côté-là. Donc, ça va me donner ici moins sigma 0 de xi. Voilà. Maintenant, je ramène sigma 0 de l'autre côté. D'accord? Monsieur, sigma 0 au carré. Oui, j'ai oublié ici le carré. Parce que, regardez ici, s'il vous plaît, sigma 0, je ne l'ai pas fait intervenir. Ce que je remplace, je remplace cette quantité-là qui est entre parenthèses, ainsi que epsilon moins 1 à la puissance m. Donc ici, ça va donner au carré. D'accord? Donc, je ramène ce terme-là de ce côté-là, ce qui va me donner exactement la relation qui est ici, ce qui va donner cette relation-là qui est égale à 0. Maintenant, regardez s'il vous plaît, on revient donc à la démonstration des fonctions spline d'interpolation. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, ce qui entraîne, ça c'est une somme, ça c'est une somme qui est positive, et ça c'est une intégrale qui est positive, puisqu'elle est au carré. Deux termes qui sont positifs égale à 0, ça veut dire que chaque terme est égal à 0. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Hadi est égal à 0, une intégrale d'une fonction positive égale à 0, ça veut dire que f égale à 0. L'intégrale de f est égale à 0. Si f est positif, ça veut dire que f égale à 0. Donc, j'ai ici la dérivée d'ordre m-1, d'ordre m égale à 0. D'accord? Ce qui veut dire que l'intégrale de cette dérivée-là d'ordre m au carré égale à 0, ça veut dire que ce qui est à l'intérieur, parce que le carré il est positif,
ça veut dire que ce terme-là, il est égal à 0. Donc, j'obtiens sigma 0 est égal à 0 et j'ai sigma de xi est égal à 0 pour i égalant de 1 jusqu'à n. Donc, sigma 0, on a vu, c'est un polynôme et c'est un polynôme qui est dans sa dérivée qui est d'ordre m égale à 0. Ça veut dire que quoi? C'est un polynôme qui est de degré m moins 1. Ça veut dire que sigma 0, c'est un polynôme de degré m moins 1. Ou sigma de xi égale à 0, ça veut dire que sigma 0 appartient à k0. Je rappelle que k bêta ou bien k, c'est sigma de xi est égal à bêta i, ou sigma 0 il y a sigma de xi est égal à 0. Donc, qu'est-ce que je viens de montrer? Sigma appartient à un polynôme de degré m-1 inter k. Mais, regardez s'il vous plaît, un polynôme de degré 2, combien il a maximum de racines? 2. 2 racines. Un polynôme de degré 3, maximum. 3. 3 racines. Un polynôme de degré m-1, combien il doit avoir de racines? n-1. m-1, on a combien de racines? On a grand N racine. N. Et grand N, elle est plus grand que m. Un polynôme qui est de degré m-1, maximum, il doit avoir m-1 racine. Ce polynôme-là, il est de degré m-1, et la n racine avec n plus grand que m-1. Automatiquement, c'est la fonction nulle. On ne peut pas avoir ça, sauf que sigma 0, c'est la fonction nulle. Ce qui montre que sigma 0 est la fonction nulle. Donc, ce qui montre le théorème suivant, donc on a montré, d'accord, que quel que soit epsilon, bêta appartiennent à Rn, et les sigma appartiennent à S, tel que sigma de xi vérifie cette relation-là. Maintenant, on va voir le théorème suivant. Donc, soit bêta appartient à R et sigma, l'élément unique qu'on vient de voir dans le théorème précédent, qui appartient à S, tel qu'il vérifie à de la relation Hadi. Alors, on va poser ici deux fonctionnels. M, S, F égale à cette quantité-là, d'accord? Et après, on va procéder de la même façon. On va procéder de la même façon comme pour le cas d'interpolation de Lagrange. Alors, on va montrer que M, S, sigma, est l'unique élément de Hn qui minimise la fonctionnelle MSF. Et après, on va procéder comme le cas de l'interpolation égale à on va prendre S égale à 0, S égale à 0 dans cette relation-là. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Que sigma M 0 sigma, donc ça va donner l'intégrale epsilon, l'intégrale sigma n, plus la sommation, a dit, d'accord? Je remplace S par 0, donc toute cette quantité-là va être égale à 0. Je remplace S par 0. Donc, qu'est-ce qu'il va rester? Bêta i moins sigma 0 de f de xi. C'est-à-dire, on tombe sur la définition qu'on avait donnée tout à l'heure. C'est-à-dire, MSF, MS0, M0 sigma, c'est le minimum de M0F, c'est-à-dire, on va tomber sur le corollaire suivant. Voilà. On va tomber sur ce corollaire-là. On pose sigma égale à 0. Si je pose S égale à 0, on va poser dans le théorème qu'on va démontrer tout à l'heure, sigma égale à 0. Donc, ce qui va donner epsilon, la sommation sigma n plus la sommation sigma xi moins bêta i au carré, c'est le minimum de f. Donc, et sigma, donc ça veut dire que g epsilon de sigma est plus petit que g epsilon de f, quel que soit f appartient à hm, avec sigma qui appartient à hm. Avant de parler de ce corollaire-là, on va démontrer donc le théorème suivant. Cette démonstration-là, elle est un petit peu technique, donc il faut voir les calculs c'est-à-dire les calculs qu'on va utiliser. Donc, soit bêta, quel que soit bêta appartient à Rn, et sigma, l'élément unique de S, tel que sigma de xi égale à C. Ça, c'est le théorème précédent qu'on a vu. Alors, en posant MSF, cette relation-là, ce fonctionnel-là, alors, quel que soit S appartient à grand S, MS sigma est le minimum MSF. Et sigma est l'unique élément de HM ayant cette propriété-là. D'accord? Donc, pour voir donc cette démonstration-là, on va définir le produit scalaire sur H0 croix Rn. C'est quoi H0 sur HSN? Je vais considérer là
la fonctionnelle A, Z1, Z2 égale à epsilon G, G1, G2 plus la sommation YI1, YI2. Avec Z1, je vais prendre qui appartient à H0 croix Rn. Donc, si Z1 appartient à H0 croix Rn, donc il va s'écrire sous la forme G1, Y1, avec G1 qui appartient à H0 ou Y1 qui appartient à Rn. D'accord? Et la même chose, je vais prendre un autre l'élément Z2, ou G2, Y2, avec G2 qui appartient à H0 ou Y2 qui appartient à Rn. D'accord? Et je considère la fonctionnelle AZ1, Z2, c'est epsilon G1, G2, parce que ce sont deux fonctionnels qui appartiennent à l'espace H0, plus la sommation, je prends YI1, YI2. Qu'est-ce que ça veut dire YI1, YI2? Qui peut m'expliquer ça? Alors, je note Y1, c'est un élément qui appartient à Rn. Donc, Y11, c'est les composantes. Y12, les composantes. Y2, plutôt 1, c'est la première composante du vecteur Y1. Y21, c'est la deuxième composante. Y31, c'est la troisième composante. Donc, YI1, c'est la ième composante du vecteur Y1. YI2, c'est la ième composante du vecteur Y2. Donc, je considère ce fonctionnel-là, AZ1, Z2 est égal à epsilon, d'accord? Égal à epsilon, d'accord? Donc, égal à epsilon G2, Y2, d'accord? AZ1, Z1 égale epsilon, l'intégrale G1, G2, plus la sommation Y1, YI2, ce sont les composantes de Y1 multipliées par les composantes de Y2, la ième composante du Y1 multipliée par la ième composante du Y2. D'accord? Et je considère la norme associée à cette fonctionnelle, à ce produit scalaire, ça c'est un produit scalaire, c'est PZ égale epsilon, l'intégrale, donc G1 va être égal à G2 égale à G1, donc ça fait G au carré, plus la sommation, YI1 égale YI2, donc ça fait YI au carré. On va poser l'espace suivant. V égale l'ensemble des GY, tel que G égale SM, ou YI égale la sommation moins 1 à la puissance M moins 1, cette quantité-là. Je prends W, l'espace, GY appartient à H0, tel que, regardez ici, G, ici dans le V, je le prends, c'est la dérivée de S, la dérivée d'ordre M. S, c'est la fonction spleen. D'accord? Ou la composante de YI, au moins à la puissance M moins 1 epsilon, les fonctions spleen, sigma 2, moins 1, moins sigma 2, moins 1, xi plus, moins xi moins. W, c'est quoi? W, ou à l'ensemble de GY, tel que G va être non plus une fonction qui appartient à grand S, ça c'est le S, petit s, c'est une fonction qui appartient à grand S, ça c'est une fonction quelconque, F. Alors regardez, le petit s appartient à grand S. Et ici le F, ça appartient juste à HM, l'espace W. Donc l'espace V, S appartient à grand S, ça a les dérivés de la M, ou dérivée de z moins 1 xi plus moins 2z moins 1 xi moins. W, F appartient à HM, où G, il y a la dérivée d'ordre M de F, où YI, c'est tout simplement F de XI. D'accord? Et je prends Z, je fais la différence entre Z et V, c'est la même chose. S appartient à grand S, ou G égale à SM, la même chose ici, G égale à SM. YI, la même chose, je prends la même chose. À la seule différence, j'ajoute un certain bêta I. C'est-à-dire la différence entre V et Z. V et Z, où est-ce qu'ils diffèrent? Bêta I, c'est-à-dire la différence binatum. La seule différence, c'est que j'ai ici un bêta I, et ici, je n'ai pas bêta I. Est-ce que c'est clair la différence? D'accord? Pour W,
quelle est la différence? Alors, F appartient à HM, quelconque appartient à HM, où G, c'est la dérivée de F d'ordre M, YI égale à F de XI. Alors, on remarque, lorsque S, d'accord? Lorsque S appartient à grand S, et là, quand S, ou V, je l'écris sous forme SMD, ou D, il y a la sommation DI, epsilon, ça, plus bêta I. Donc, qu'est-ce que je peux dire de V? Appartient à quel espace V? Elle va appartenir à quel espace? Je vais prendre, je répète, je vais prendre S appartient à grand S. Donc, voilà, S appartient. Donc, je suis soit dans cet espace-là, soit dans cet espace-là. Ou V, je vais l'écrire, je vais l'écrire, c'est la dérivée d'ordre M. Donc, soit, voilà, GIA-SM ou GIA-SM. Donc, je suis soit dans cet espace toujours, soit dans cet espace. Mais, quelle est la différence? D. Y, j'ai pris le D. D'accord? Qu'est-ce que j'ai pris DI? C'est la sommation moins 1 à la puissance S2M moins 1 XI plus, il y a dit, plus bêta I. Bêta I, mais qui est 9 V. Donc, ça veut dire que V appartient à, est un élément de grand Z. Est-ce que c'est clair? Comment ils sont construits l'élément de grand Z? Est-ce que c'est clair ou non? Oui, c'est clair. D'accord? Donc, V appartient à Z. Les éléments de Z, comment ils sont construits? Ce sont des éléments tels que la première composante, c'est SM, ou la deuxième composante, c'est un vecteur, tel que, là, le vecteur, les IM composantes sont écrites de cette façon-là. Est-ce que c'est clair? D'accord? Maintenant, je vais considérer soit W égale, un petit W, je dis un petit W, soit W égale à Fm, Y. Maintenant, puisque la première composante est Fm, donc je vais penser à ça. Voilà. Voilà. Fm, j'ai Fm, la première composante. Donc, voilà, donc Fm. Ou la deuxième, c'est un Y. Voilà qu'une YI. Comment il est égal ici? YI est égal à F de XI. Donc, voilà YI égale à F de XI. Dans ce cas-là, petit W, donc petit W appartient à grand W. D'accord? Parce que la première composante, c'est un élément de Fm qui appartient à Hm, ou la deuxième, les composantes de Y sont YI est égal à F de XI. Alors ici, on va montrer la propriété suivante. On a A, V, W égale à 0, quel que soit V appartient à grand V, et W appartient à grand W. À nouveau, on va utiliser la proposition 1, 2, 2. La proposition, elle dit cette proposition-là, elle est très utilisée. Elle est très utilisée. On va utiliser de la proposition-là. Donc, je reviens, on va prendre sigma et F, on va le remplacer par, voilà, je reviens, voilà. Donc, voilà. Alors, on va montrer que AV, W égale à 0, quel que soit V appartient à grand V, et W appartient à grand W. Pour cela, d'abord, avant d'utiliser la proposition 1, 2, 2, on va utiliser la définition. Je suis à la définition du produit scalaire AVW. Elle est donnée ici. Voilà. Il y a la proposition. Il y a le produit scalaire. Je suis à Z1, Z2. Il y a epsilon, G1, G2. Je suis à G1. C'est la première composante de Z1. Je suis à Z2, G2. La première composante de Z2. Plus la somme, je prends la ième composante du vecteur Y1 ou la ième composante du vecteur Y2. Ce qui donne, voilà. Donc, j'applique la définition. Là, donc, il y a epsilon, je reviens, le cours. Voilà, epsilon, l'intégrale. Donc, voilà, j'écris. J'applique ici la définition
le produit scalaire. Donc, A epsilon à l'intégrale. La première inclusion de V. Je suis la première composante de V. Je suis la première composante de V. Alors, quelqu'un répond. SM. Je suis la première composante de V. SM. SM, voilà. Regardez ici, je reviens à V. Voilà, SM. D'accord? Donc, Radjini SM. J'ai la première composante d'IL W. C'est SM. SM. Là, on a W, on a petit W appartient à alors V. Il y a alors on a W. Je ne W il y a FM. Voilà, la première composante, il y a FM. Donc, Radjini SM, la première composante de V, mais la première composante de W. Plus la définition du produit scalaire, on dit la sommation, la ième composante du premier vecteur ou la ième composante du deuxième vecteur. Donc, ça donne ici la sommation, la première composante qu'on a dit V. Je suis la première composante V. Je reviens à V. Il y a dit, voilà. Tout ça, donc je l'écris, c'est ça. Voilà, il est bien écrit. Mais ici, on a oublié un X. D'accord. Ici, il manque un XI. D'accord. Ou la première, la ième composante, Y. J'ai la première, la ième composante, il y a F de XI. F de XI. Il y a F de XI. Oui. Donc, ça donne ça, cette relation-là. Maintenant, j'applique la proposition 1-2 qu'on a vue, avec cette fois-ci, S ou M va changer, ne va pas changer. Donc, si j'applique à de la définition, à de la proposition, je reviens, moins à la puissance N, S moins S fois F de XI. D'accord? D'accord? Donc, j'applique la proposition. Voilà. Cette intégrale-là, epsilon, je ne vais pas la toucher. On ne va pas toucher. Je remplace à de l'intégrale. On a dit par moins a à la puissance m moins 1, s, on a xi, il manque un xi, f de xi, plus epsilon, je vais la faire sortir à l'extérieur de cette somme, epsilon, moins a à la puissance n, elle aussi je la fais sortir, je fais sortir ça de cette somme, il y a de la sommation, on a xi, f de xi. D'accord? Il y a xi plus moins xi moins. D'accord? Donc, si je compare ça avec ça, donc ça va donner 0. Donc, qu'est-ce que je viens de montrer? Que AV, W égale à 0, si V appartient à la grande V, et si W appartient à la grande W. Donc, je vais utiliser cette relation-là, ce produit scalaire égal à 0. D'accord? Alors, maintenant, je veux, c'est-à-dire montrer que la norme, maintenant je vais travailler avec la norme. D'accord? Je vais travailler avec cette norme-là. Et je veux montrer, qu'est-ce que je veux montrer? Que les normes au lieu de travailler avec MS, c'est le minimum de ça, je vais montrer c'est le minimum des normes. Que sigma va représenter le minimum des normes. Pour cela, donc je vais prendre soit W bar sigma m y bar, ou xi bar c'est sigma x0, soit z, v appartient à z, et w appartient à w. Je vais montrer que p au carré de v ici, de v moins w ici, moins w, c'est p au carré de v moins w. Ça, c'est la norme au carré. Qu'est-ce que c'est la norme au carré? C'est-à-dire, c'est le produit scalaire. C'est le produit scalaire. Donc, c'est A V moins W, V moins W. Ici, c'est V moins W ici. C'est V moins W. Donc, c'est le produit scalaire AV moins W, V moins W. D'accord? Maintenant, c'est un produit scalaire. Je sais que le produit scalaire, donc, je vais donc ajouter et retrancher W bar. Avec W bar, je l'ai pris sous cette forme-là. D'accord? Alors, j'ajoute et je retranche W.
des deux côtés, ici, et du côté droit, j'ajoute et je retranche W. Alors, je vais donner ça à donner A, V moins W, V moins W bar, V moins W bar, V moins W bar, plus A, W bar moins W, W bar moins W. Voilà. Plus deux fois le produit scalaire, c'est-à-dire AV moins W, W bar moins W. Deux fois le produit scalaire. D'accord? Alors maintenant, ce terme-là, je vais montrer, en utilisant la propriété que je viens ici, qu'elle est égale à 0. Elle sera égale à 0 si j'arrive à montrer que V elle est égale à 0 si V appartient à grand V et si W appartient à grand W. Donc, pour montrer que cette quantité-là est égale à 0, il suffit de montrer que ce terme-là, V moins W bar, appartient à grand V et W bar moins W appartient à grand W. D'accord? Je répète ici, s'il vous plaît. Quand est-ce qu'AVW égale à 0? Quand est-ce qu'AVW égale à 0? Si. Alors, quelqu'un répond. Wagdi, quand est-ce qu'AVW égale à 0? Mehdi, quand est-ce qu'AVW égale à 0? Il suffit que Et W appartient à grand W. ce qu'on V appartient à grand V. Si V Grand appartient W à et grand le petit W dans le grand W. Et le deuxième terme, si que le premier terme il compte dans grand V, ou le deuxième terme dans grand W. C'est clair? Alors, c'est ça ce qu'on va faire. Pour montrer que ça égale à 0, si que le premier terme appartient à grand V, ou le deuxième terme, il doit appartenir à grand W. Si j'arrive à montrer ça, dans ce cas-là, ce terme-là égale à 0. Pour le montrer, c'est facile. Il suffit de prendre V correctement. Voilà le W comme elle est déjà écrite. Et vous essayez de faire la différence et vous allez montrer facilement qu'elle est égale à grand V. La même chose, W bar moins W appartient à grand W. C'est facile pour le montrer qu'elle appartient à W. D'accord? Donc, ce terme-là, on montre qu'elle est égale à 0. Si ce terme-là est égal à 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire que P au carré, ça c'est V moins W, c'est P au carré V moins W, égale à P au carré V moins W bar, plus P au carré W bar moins W, plus P au carré W bar moins W. Mais ce terme-là que j'ai coloré, il est toujours positif. Donc, ça veut dire que c'est supérieur ou égal à P au carré de V moins W bar. P au carré de V moins W bar. Donc, qu'est-ce qu'on vient de montrer? On vient de montrer que P au carré de V moins W bar, elle est toujours inférieure à P au carré de V moins W, quel que soit W. Donc, ça veut dire que ce terme-là, P au carré de V moins W bar, c'est le minimum de P au carré de V moins W. Donc, ça présente le minimum. Maintenant, on montre ici, on vérifie facilement que MSF, c'est P au carré de V moins W, et M sigma, P de V au carré moins W. Il suffit de revenir ici. D'accord? Voilà, vous avez déjà la définition MSF à quoi égale. Vous la comparez avec la norme qu'on vient de donner et vous allez trouver que cette norme-là est égale au carré, P au carré est égal à MSF. D'accord? Ce qui montre que MSF, c'est P au carré de V moins W et MS sigma, c'est P au carré de V moins W bar. Donc, ce qui montre que MSF, c'est le minimum de MS sigma, c'est le même minimum de MSF. Pour voir ça, je répète, il suffit de montrer que ce terme-là appartient à V et que celui-là appartient à V. Alors, ce que je vais faire, je vais le montrer rapidement. Je vais montrer et le deuxième terme, W bar moins W, appartient à grand W. Pour montrer que le premier terme appartient à grand
à grand V, on va considérer donc V étant appartenant à Z, donc elle va s'écrire sous la forme V égale à Sn Y, avec S est une fonction qui appartient à grand S, et Y c'est un vecteur dont les composantes s'écrivent sous la forme moins a à la puissance m moins 1 epsilon, S2m moins 1 xi plus moins S2m moins 1 xi moins, plus bêta i. La différence entre l'espace grand v, Z et l'espace grand V, c'est que dans l'espace grand Z, on a ici plus petit b. Dans l'espace grand V, on n'a pas ce bêta i. De même, W bar va s'écrire, on a vu que c'est s'écrit sigma m, Y bar. Où sigma, c'est la fonction spline d'ajustement, où Y bar, c'est un vecteur dont les composantes YI bar est égal à sigma XI. Maintenant, je vais calculer V moins W bar. Donc, V moins W bar est égal à la première composante moins la première, la deuxième moins la deuxième. Je vais calculer la première composante, S m moins sigma m, c'est S moins sigma, la dérivée d'ordre m. Or, S et sigma appartiennent à S, S est un espace vectoriel, ça veut dire que S moins sigma, elle aussi appartient à grand S. Maintenant, je vais calculer la deuxième composante, Y moins Y bar, donc je vais calculer chacune des composantes de ce vecteur-là. Donc, YI moins YI bar, donc YI, on a dit, c'est cette quantité-là, d'accord, plus bêta I, et moins YI bar, on a dit que YI bar, c'est sigma XI. D'accord? Donc, moins sigma XI. Or, d'après le théorème, on a sigma du XI et plus epsilon moins 1 à la puissance m, sigma 2m moins 1 moins sigma 2m moins 1 XI moins est égal à bêta I. Donc, je vais ramener donc, sigma XI, donc sigma de XI va être égal à bêta I moins cette quantité-là que je vais ramener de l'autre côté de l'égalité. Donc, YI moins Y bar est égal à cette quantité-là plus bêta I qui est inchangé. Cette quantité-là plus bêta I inchangé. Maintenant, moins sigma I, c'est-à-dire c'est moins bêta I. Et ce terme-là, je le ramène de ce côté-là. Ça devient plus epsilon moins à la puissance m, sigma 2m moins 1 xi plus moins sigma 2m moins 1 xi moins. Alors, en simplifiant bêta I avec bêta I, donc je vais factoriser par moins à la puissance m moins 1. Ça donne S 2m moins 1 xi plus moins S 2m moins 1 xi moins. Le moins a à la puissance m, je factorise par moins à la puissance m moins 1, donc je vais avoir apparaître ici un signe moins. Donc moins sigma 2m moins 1 xi plus moins sigma 2m moins 1 xi moins. Donc, ce qui va donner ici, c'est sigma 2s. Donc, je vais donc ramener, c'est-à-dire ramasser les termes. Donc, ça fait S 2m moins 1 moins sigma 2m moins 1 xi plus moins S 2m moins 1 xi moins sigma 2m moins 1 xi moins. Donc, ce qui montre qu'elle est bien de la forme, il n'y a plus de terme bêta I, donc elle est bien de la forme V. Donc, V moins W, on arrive donc à montrer qu'elle appartient à grand V. Maintenant, je vais montrer que W bar moins W appartient à grand W. En effet, donc W appartient d'après la définition de l'espace grand W, donc W va s'inscrire sous la forme GY, avec G une fonction qui appartient à F, appartient à Fm, à Hm, et G c'est la dérivée de F d'ordre M. Où Y, c'est un vecteur dont les composantes YI, c'est F de XI. La même chose, on a vu que W bar, est égal à sigma M Y bar, donc W bar ne va pas changer, c'est sigma M de Y bar, ou YI bar, c'est sigma XI. Je vais calculer la différence, comme tout à l'heure, donc W bar moins W, donc ça fait la première composante moins la première composante, d'accord? Et la deuxième composante, YI, Y moins Y bar, la deuxième composante. Donc ça fait, c'est sigma, alors ça fait donc c'est sigma M moins Fm, donc c'est sigma M moins Fm, Y bar moins YI. Maintenant, je vais calculer le premier terme, sigma M moins Fm est égal à sigma moins F, la dérivée d'ordre M, qui est un élément de l'espace Hm, puisque sigma appartient à Hm ou F,
et F appartient à HM, et HM est un espace vectoriel. Maintenant, je vais calculer la deuxième composante, Y bar moins YI, Y bar moins Y. Donc, je vais leur calculer leurs composantes. Donc, YI bar moins YI, ça fait sigma XI moins F de XI, moins F de XI. Donc, est égal à sigma moins F XI, ce qui implique donc que ce terme-là appartient bien à W bar, ce qui implique donc que AV W bar moins W, donc bien, elle est égale à, eh bien, elle est égale à, parce qu'on a dit dans ce théorème-là, l'élément, il est unique. Alors, sigma est l'élément unique qui vérifie cette hypothèse. D'accord? Donc, on a mis que MSF, c'est le minimum. Et maintenant, sigma est l'élément ayant cette propriété-là. On vérifie donc l'unicité. Alors, pour l'unicité, on va supposer qu'il existe un autre W tilde tel que solution du problème de étoile, c'est-à-dire solution de ce problème-là. D'accord? Ici, on suppose qu'il existe un autre, on a W bar, c'est une solution, on suppose qu'il existe W tilde qui est une autre solution. Alors, W tilde est une solution. Si W tilde appartient à W, et P au carré, et puisque c'est une autre solution, donc on a l'égalité de deux normes. Sinon, il a qu'un tuhda. Si l'une est plus petite que l'autre, ça veut dire que c'est la plus petite, la plus petite, ça sera la fonction spline d'ajustement, et l'autre ne sera plus une fonction spline d'ajustement. Donc, on suppose qu'il existe deux solutions, W bar et W tilde, telles que leurs normes sont égaux. Et on va montrer que W bar est égal à W tilde. Alors, pour cela, comme on a fait ici pour le produit scalaire, comme tout à l'heure, celui-là, ce produit scalaire. Voilà, ce produit scalaire, on avait ajouté et retranché un élément, et on avait montré que ça est égal à 0. La même démonstration, c'est la même démonstration, elle est calquée. Je vais montrer que je vais donc calculer P au carré de V moins W bar, et je vais montrer qu'elle est égale à P au carré de V moins W, P au carré, je vais commencer par P au carré de V moins W tilde, elle est égale à la norme, je écris C plus C est égal à ça, à cette quantité-là, c'est le produit scalaire, je passe au produit scalaire. Donc d'ici, je pars au produit scalaire. Ça sera, c'est le produit scalaire AV moins W tilde, virgule, V moins W tilde. Je développe ça dans cette quantité-là, c'est cette norme-là, plus cette norme-là. La même démonstration que celle-ci. D'accord? Et il va rester un terme, ce terme-là. Le terme qui va rester, le terme qui va rester, c'est AV moins W bar, virgule, W bar moins W tilde. C'est le produit scalaire qui va rester, le mixte. Ce produit scalaire mixte. Deux fois ce A de V moins W bar, virgule, W bar moins W tilde. D'accord? Alors ici, donc, puisque les deux normes sont égaux, ça veut dire que cette quantité-là est égale à cette quantité-là. Ça veut dire que ce terme-là, elle est égale à 0. Ça veut dire que la norme de W bar moins W tilde est égale à 0. Mais une norme égale à 0, ça veut dire que ce qui est à l'intérieur de la norme est égal à 0. Ce qui veut dire que W bar est égal à W tilde, car P c'est une norme, D'accord? Alors, ce qui entraîne que W est solution unique, donc il y a l'unicité, parce que W bar est égal à W tilde, donc il y a l'unicité, ce qui implique que sigma est tel que elle est unique. Donc, on vient de montrer ce résultat-là. Voilà. On vient de montrer ce théorème-là. Donc, pour tout bêta quelconque, et sigma, l'élément unique de S tel que sigma de xi est égal à bêta i, tout ça. Alors, en posant MSF égale, on vient de montrer que MS sigma est égal minimum MSF. Et sigma est l'élément unique. Maintenant, pour revenir à G epsilon de notre cours, il suffit on va poser dans ce théorème-là, on va poser S égale à 0, comme on a fait pour les fonctions spline d'interpolation. Donc, c'est ça ce qu'on va faire. D'accord? Ce sera le corollaire suivant.
Voilà. Alors, G epsilon de sigma est inférieur à G epsilon de F. Pour cela, il suffit de prendre S égale à 0 dans le théorème précédent. Je prends S égale à 0, je remplace, je trouve epsilon sigma M au carré plus la sommation xi moins bêta E au carré, c'est le minimum, epsilon sigma M, Fm au carré plus la sommation f de xi moins bêta I. Et sigma est l'élément unique, donc ça c'est G epsilon de sigma et ça c'est G epsilon de F. Ce qui montre, et sigma est l'élément unique, l'unicité d'après le théorème de tout à l'heure, ce qui montre que G epsilon de sigma est plus petit que G epsilon de F. D'accord? Ce qui montre donc c'est-à-dire que sigma est l'élément unique qui minimise la fonctionnelle qu'on vient de donner dans la définition du départ de ce paragraphe. D'accord? Voilà. Voilà. Donc, on a vu trouver sigma appartient à HF. On a trouvé un sigma qui appartient à HF, tel que sigma va minimiser G epsilon de F. G epsilon de sigma est inférieur à G epsilon de F. Ce qui montre donc le théorème et ce qui termine donc le chapitre sur les fonctions spleen